Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous présenter ce soir cette émission. Je vous dis bonjour à vous qui nous suivrez en rediffusion. C'est vrai que nous vous avons imposé des rediffusions, je crois que ça s'imposait parce que ça a fait le bonheur de ceux qui ne nous avaient pas suivis depuis une quinzaine d'années. Et ce message, vu sa profondeur, voudrait vraiment être reçu, nous souhaiterions qu'il soit reçu par le plus grand nombre de nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que d'ailleurs nous avons déjà abordé. Il s'agit du changement de comportement, du changement des mentalités des Congolais. C'est vrai que si on nous qualifie sous des termes moqueurs, c'est parce que, quelque part, nous présentons un petit peu le visage que les gens de l'extérieur voient. Nous prêtons le flanc. Qu'est-ce qu'ils disent, notamment? Oh, vous savez, les Congolais, donnez-leur un peu d'argent, ils s'en satisferont. Et puis, après tout, ils n'en feront rien pour préparer ne serait-ce que leur avenir immédiat. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? À nous d'abord de savoir s'il y a une part de vérité. Alors, s'il y a une part de vérité, essayons quand même de changer de comportement, qu'on ne continue pas à nous appeler BMW. Ça me gênerait d'ailleurs de traduire ou de donner le sens de cette abréviation. Pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, je vais voir qui la réalisation va me proposer. Eh bien, c'est M. Gazumba. Monsieur Gazumba, bonsoir et bonjour. Bonjour et bonsoir, bon retour parmi nous. Merci. La deuxième personne que nous allons présenter, je vous dirai bon retour aussi parce qu'on nous suivait en rediffusion. Et la deuxième personne qui sera présentée, c'est monsieur Ildefonse Mouteba Mouchid. Il est neuropsychiatre. Monsieur Ildefonse Mouteba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Kimambie. Merci de m'avoir convié à cette réflexion. Eh ben, c'est nous qui vous remercions parce que vous allez enrichir cette réflexion justement grâce et à cause de votre science. Et puis, la troisième personnalité que les téléspectateurs recevront avec bonheur, c'est laquelle? C'est sans doute monsieur, je me trompe, Cyril Mobimba, non? Non, il s'agit plutôt, oui, de Cyril Mobimba qu'on voit par derrière, parce qu'arborant son chapeau, c'est une belle image, mais je préfère qu'on puisse voir Cyril Mobimba avec son sourire. Voilà, très bien. Et enfin, celui maintenant qu'on voit par derrière et qu'on va voir par son profil, il s'agit de Modeste Bonigaba. Monsieur Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibambi. Mes chers amis, la réflexion, j'ai essayé un petit peu de résumer la réflexion. Alors, je voudrais d'abord commencer à poser la première question à monsieur Ildefonse Mouteba. Ça fait longtemps que Profondeur parle du changement de comportement de nos compatriotes, de nous-mêmes aussi. Mais nous avons l'impression que le message n'arrive pas au destinataire. Vous qui êtes neuropsychiatre, peut-être pourriez-vous nous aider à essayer à bien cibler nos interlocuteurs, nos téléspectateurs, afin que le message leur parvienne. Il ne parvient pas, surtout quand on parle du changement de mentalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci beaucoup pour la question, Kimambi. Il faut tenir compte de toutes les dimensions de l'être humain. On appelle ça l'être total ou holistique. C'est-à-dire, dans une même personne, il y a le corps, il y a le psychisme, il y a l'esprit et il y a le social. Toutes ces parties-là interviennent pour que le message arrive à bon port. Donc, vous arrangez la société, mais tant que le corps n'est pas disposé à écouter, il ne va pas suivre. Mais quand est-ce que le corps refuse à écouter? Il faut que le social réponde aux besoins de ceux qui ont
besoin de ce message. Oui. Et le comportement, en fait, il faut que la pensée précède nos sentiments. Après nos sentiments, nous avons un comportement. Le comportement, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais c'est précédé d'abord par nos pensées. Nos pensées. Oui. Donc il faut s'adresser pratiquement à l'âme, si je peux. À l'âme, au oui. psyché, comme disaient les Grecs. Voilà, c'est le psyché, c'est là où il y a l'affectif, l'intellectuel et le comportemental. Et tout ça, ça constitue le psyché et qui constitue pratiquement le mobile de tout ce que nous posons comme acte. Monsieur Gazumba, Monsieur Mobimba, Monsieur Mbonigaba, vous voyez que nous avons du pain sur la planche. Parce que pour s'adresser au psyché, à l'âme, c'est pas une sinécure. Qu'est-ce que vous avez envie de dire après avoir écouté le docteur Mouteba? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, je pense, parce que si on me demande de changer ce que j'ai l'habitude Ne touchez de pas le faire, micro, oui. parce que j'ai l'habitude de faire, je suis comme ça, je vais changer pourquoi? Donc la première question, pourquoi je vais changer? Pour gagner quoi? Et donc la motivation est la base de tout changement. Parce que c'est vital pour moi de changer. Et à ce moment-là, je vais changer. Et s'il n'y a pas de raison, il n'y a pas une motivation profonde qui soit suffisamment marquante pour que moi je puisse changer, je ne changerai pas. Et cette motivation doit aller en profondeur. Voilà, justement, le docteur a parlé du psyché. Et donc, c'est dans le postulat fondamental de notre être. Lorsque nous sommes bousculés là-dedans, nous trouvons qu'il y a nécessité que je pose un nouveau comportement parce qu'il est vital pour moi. Mais s'il n'y a pas, sans motivation, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de raison de changer. Monsieur Modeste Modigaba. Oui, je crois qu'effectivement, la motivation est au cœur de ce changement qui doit avoir lieu. Parce que lorsque la personne n'a pas d'intérêt, ne trouve pas d'intérêt à changer ce qui doit changer, il ne le fera pas. Or, nous, qu'est-ce qui nous est arrivé? Jusqu'en 60, nous étions des ouvriers. Rien que ça. Du jour au lendemain, sans qu'on nous ait montré comment doit se comporter un citoyen, on dit de nous que nous sommes désormais des citoyens. Mais c'est quoi un citoyen? Nous ne savons pas. Nous avons été façonnés pendant des décennies, mais aussi pendant des siècles d'esclavage, comme des êtres irresponsables, corveillables et taillables à merci. Et donc, ce comportement ne pouvait pas changer comme ça, comme par un coup de baguette magique, sans qu'on nous ait montré que voilà, maintenant, à partir de demain, vous allez être les propriétaires de ce pays-là, dans lequel vous avez évolué comme des simples ouvriers pour produire au bénéfice des autres. Au lendemain de l'indépendance, on continue à produire de la même façon. Donc, nous, on produit pour les autres, c'est eux qui fixent les prix, et c'est eux qui nous vendent ce que nous consommons. Alors, ce comportement-là, n'ayant pas changé, nous avons continué à reproduire cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous étonnons que nous ayons un pays que tout le monde, nous-mêmes aussi, nous savons qu'il a effectivement énormément de ressources, mais pour n'avoir pas compris comment le prendre en main nous-mêmes, le gérer correctement, nous continuons en fait à travailler pour les autres et nous nous contentons des miettes qui nous rétrocèdent. Donc, ces changements-là auraient dû se produire en même temps que nous accédions à l'indépendance, parce que c'est à ce moment-là que nous devenions maîtres de notre propre destin. Oui, c'est pas pour vous contredire, mais entre-temps, nous avons formé toute une élite qui devait quand même prendre conscience au fil du temps de l'importance du changement de mentalité, non, monsieur? Et Mabika Kalanda. La remise en question.
Donc, il ne faut pas dire que La les pêche intellectuels en n'ont pas réfléchi à la question. Oui. Il y a eu des réflexions, mais qui n'ont pas été suivies par le grand nombre. D'accord. Alors, et vous, monsieur Ganzumba? Tout ceci me fait penser en termes de cuisine. Quel que soit le plat qu'on veut consommer, il faudrait le confectionner selon une recette. Le professeur a parlé des 3 parties qui composent les individus, mais ces parties devraient également être structurées, d'être édifiées, construites. Mais si elles n'ont pas été construites, si elles n'existent pas, donc elles ne peuvent pas être réceptacle d'un message ou servir à quelque chose dans la vision collective, voyez-vous. Alors maintenant, le problème, comme dit Bonigaba, en faisant allusion à la situation qu'on trouve en 60, c'est que effectivement ici, le Congo, dans sa forme moderne, n'est pas l'œuvre des Congolais, c'est l'œuvre de Léopold II et consorts. Et puis, la manière, c'est un conglomérat, c'est une construction inachevée, composée des tribus qui n'ont rien en commun, à part les frontières globales, etc. Mais il n'existe pas encore de nation congolaise, par conséquent, des citoyens appartenant à cette nation. Lorsque il y a autant de lacunes qui se succèdent, qui s'accumulent, le résultat, c'est d'arriver, par exemple, au fait qu'il ne peut pas y avoir un résultat pour une démarche sectorielle. Or, nous, en voulant faire changer des mentalités, d'abord, il faudrait les énumérer. Quelle mentalité nous voulons changer? Si elles existent, comme Cyril le disait, pourquoi elles existent? Et si elles ne changent pas, pour quelles raisons elles ne changent pas? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on arrive à les extirper là où elles existent, pour qu'on aille ailleurs, dans un autre plan, vers d'autres mentalités, vers d'autres comportements? Pour cela, il faut créer une démarche à imposer, à uniformiser, à généraliser, pour qu'on obtienne, in fine, les citoyens qui vont être réceptifs à ce genre de message, à ce genre qui va traduire dans la manière de vivre en commun, dans un espace déterminé qui est le pays, d'une manière qui soit significative à qui soit assimilable à cet espace-là. Vous avez tout à l'heure, en commençant l'émission, dit nous les Congolais, on nous taxe. Mais c'est parce que on nous identifie à un espace, mais qui de l'intérieur n'était pas encore devenu une nation dont les natifs devaient s'approprier, comme l'a dit Modeste Bonida. D'accord. Je vais vous passer la parole tout à l'heure. Monsieur, cher ami Moubimba, donc les raisons du changement, si nous les énumérons, il va falloir les imposer, comme disait notre ami Gazumba, ou les gens adhéraient de manière libre? Je crois que la méthode avait déjà été démontrée par Mabika Kalanda, parce que Modeste là est reprise. Déjà, 2 ans et demi après l'indépendance, il a commencé à rédiger la remise en question. Donc la méthode, c'est la remise en question. Et la remise en question commence par une prise de conscience de ce que l'on est. Parce que l'explication, les thèses axiologiques du mal congolais achoppent à cette prise de conscience. Et ça nous fait déjà depuis 63 à ce moment ici, ça fait déjà trop de temps perdu. Et nous sommes plutôt en train d'aller vers la logique de la collapsologie, c'est-à-dire de l'effondrement. Pourquoi? Parce que
pour ne pas faire de l'histoire, la traite négrière a détruit la société africaine, détruit complètement. Toute la jeunesse qui est partie en esclavage et tous les gens étaient en fuite, complètement effondrés. Mais quand même, il y a eu une certaine résilience pour se reconstituer et les gens ont demandé de l'indépendance. Mais à l'indépendance, on a achoppé à ceci que l'on n'a pas pris conscience de dire qui sommes-nous. Au fait, lorsque le colonisateur est arrivé, il a trouvé des empires et des royaumes qui géraient cet espace, mais pas de manière coordonnée, mais chaque royaume, chaque empire à son côté, de son côté. Mais l'indépendance, elle a été remise à qui? Est-ce que c'était aux héritiers de ces anciens? Non. C'est-à-dire aux jeunes qui sont nés ou qui ont grandi en ville. Mais pour quelle raison? L'élite formée dont vous avez parlé, Jean-Pierre, cette élite a été formée pour qui et pourquoi? Mais c'est pour l'extérieur, parce que l'extérieur accordait l'indépendance, mais pour revenir après l'indépendance. Donc, après l'indépendance, c'est égal avant l'indépendance. Donc, tout ce qu'on a connu de problèmes dans le pays, tout ça, toujours une main extérieure qui vient perturber. Donc, la remise en question n'a pas eu lieu suffisamment. Et les gens ne se sont pas posé des questions pour dire quelle société que nous allons bâtir, dans quelle direction. Et quelles sont les valeurs qui nous sont propres, les valeurs fondamentales, qui devraient constituer le socle de notre société, tout en prenant les autres valeurs qui viendraient d'ailleurs en apport. Mais non, nous sommes complètement, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, une société complètement suspendue dans le vide. Nous ne sommes pas devenus des Occidentaux, comme on voulait que nous devenions. Et nous ne sommes plus des Africains d'autrefois, nous sommes des gens perdus. Et donc, depuis 63, on devait la remise en question pour reprendre nos bases endogènes et rebâtir la société. Docteur, après tous ces discours, le neuropsychiatre qui observe, qui voit l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit? Effectivement, nous pensons ceci. Pour construire une nation, on doit d'abord observer quelle est la situation que nous vivons, nous tous, pour le moment. Ensuite, nous donnons les motivations et nous décidons de la voie à suivre pour arriver à... Maintenant, le problème qu'il y a avec les intellectuels, surtout nous les intellectuels africains, nous sommes un peu coupés de la grande masse. Parce que c'est un peu ce que Monseigneur Mosengo disait. Nous sommes dans les convergences parallèles. Les intellectuels, nous sommes dans la stratosphère, alors que nous adressons une population qui est sur terre. C'est-à-dire, on dirait que nos intérêts entre la classe d'intellectuels et celle de la population sont complètement coupés. Alors il faudra que maintenant, nous mettons le tout ensemble pour que nous marchions vers un but. Puisqu'il y a une pathologie qu'on appelle la schizophrénie. La schizophrénie, c'est quelqu'un comme un animal qui a 4 pattes, dont chaque patte cherche à aller dans une direction. En fin de compte, l'animal ne bouge pas. C'est un peu ça. Alors qu'il faut que nous décidons pour que les 4 pattes aillent dans la même direction. Et le schizophrène aussi, c'est quelqu'un qui a son intelligence intacte. Mais le problème, c'est quoi? Il ne sait pas l'utiliser. Contrairement au dément, le dément, lui, il a tout perdu, mais le schizophrène, il a des allumettes, il a du bois, il a du pétrole, mais il ne sait pas faire le feu. C'est un peu notre situation. Monsieur Bonikaba, c'est un peu exagéré, non? Mais le psychiatre qui parle. Mais ce n'est pas loin de la réalité. Parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, avant cette émission, il n'est pas normal, il n'est tout simplement pas normal qu'un pays comme le nôtre, disposant des ressources qui sont là, puisse se trouver là où il est. Ce n'est pas normal. C'est parce que, comme il dit, nous n'avons pas cette capacité d'organiser les choses de telle sorte qu'effectivement, toutes ces richesses puissent nous profiter d'abord. Nous n'avons pas cette capacité. Parce que quelqu'un peut venir vous dire, non mais écoutez, laissez ça de côté, moi je vous arrange ça, et dans le cas de la coopération, nous allons faire ça.
Et vous le suivez. L'autre vous appelle de l'autre côté. Lui aussi vous propose son schéma. Et donc nous sommes tiraillés, nous allons dans tous les sens, parce que nous n'avons pas, comme Cyril l'a dit, ce socle sur lequel nous devons construire tout le reste. Le socle n'y est pas. Et ce socle, c'est ce que, je crois, Alvin Toffler a appelé, dans son livre, les nouveaux pouvoirs. Il montre que, en réalité, aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux de pouvoir qu'il faut organiser. Le niveau local, c'est pour nous le niveau le plus important parce que le développement part de là. Et c'est là où nous pouvons rejoindre effectivement la grande masse, parce que c'est tout le monde qui est là. Si nous n'arrivons pas à montrer à ces hommes, à ces femmes au niveau local, comment organiser les choses pour que désormais les ressources qui sont là, les hommes qui sont là, soient utilisés correctement pour que cette organisation puisse profiter à tout le monde. Au niveau de la province, la même chose, et enfin au niveau national, régional et même continental. Donc, si nous n'arrivons pas à intérioriser cette exigence-là, qu'il faut une organisation stricte, efficiente à chaque niveau, pour que les ressources humaines et matérielles à chaque niveau soient utilisées au mieux, eh bien nous allons continuer effectivement à nous comporter, comme le docteur l'a dit, un peu comme les gens, ils ont tous les outils, mais ils ne savent pas comment les associer, comment les organiser, les réunir pour produire au mieux. Oui, c'est cette image que j'ai beaucoup aimée, l'animal qui a 4 pattes, dont chaque patte voudrait aller dans son sens, en fait pour s'attraper un peu d'argent, hein, pour revenir aux humains et aller s'amuser au lieu de préparer l'avenir. Monsieur Gazumba, je vous ai vu très attentif, écrivant, prenant de notes. Alors, écoutez, on a parlé de la situation avant l'indépendance et de la situation après l'indépendance. Quand on arrive à l'indépendance, il n'y a pas plus de 5 universitaires, je crois, si on peut se rappeler de l'histoire sociologique de ce pays. Mais après cela, il y en a quand même eu beaucoup qui ont été formés. De nombreux formés dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de pays, beaucoup d'universités du monde. Je voudrais ici me référer à ce qui se passe dans le domaine du droit. Lorsqu'on entend les juristes parler, ils évoquent souvent le droit comparé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se fait chez les Britanniques, qu'est-ce qui se fait chez les Allemands, chez les Français, chez les Belges en matière de droit. Mais on devrait pouvoir, dans toutes les disciplines scientifiques, avoir la même démarche intellectuelle dans la recherche, dans la quête de ce qui est bon pour bâtir notre nation. On ne peut plus partir ex nihilo, on ne peut plus partir des zéros. On doit pouvoir, se basant sur la science, dans les domaines des formations de plusieurs universitaires qui sont congolais, qui peuvent donc travailler pour leur pays, alors que pour qu'on cesse de jeter la pierre sur ce que Léopold II a fait ou ce que les colonisateurs ont fait, etc., puisque ce n'est plus possible de trouver des boucs émissaires, nous devons pouvoir dire les autres nations qui se sont bâties depuis que le monde est monde, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, les écrits existent. On devrait pouvoir déterminer d'où elles sont parties, où elles sont arrivées, par où on est passé. Pour qu'on détermine maintenant, comme le professeur a dit tout à l'heure, la méthodologie de réformer toutes les strates qui composent les citoyens d'abord, pour espérer arriver à transposer cela sur notre nation pour qu'elle, comme Mabika le disait, quel était encore le titre de son ouvrage? La remise en question. Cette remise en question devrait avoir une finalité. Elle ne doit pas être théorique, elle ne doit pas être platonique, elle doit respecter la volonté des gens qui veulent se sortir d'une situation. Pour en revenir à ce que le professeur disait, sommes-nous un animal avec
quatre pattes, mais décidons de suivre un seul chemin, ou sommes-nous un animal avec quatre pattes qui chacune veut aller dans sa direction et que nous sommes immobiles? Donc le problème est de nous remettre en question pour faire le constat, sans sentiment, objectivement, sans jeter la faute sur personne, de dire quel est notre état. Cet état nous satisfait-il? Qu'est-ce que nous devons faire pour en sortir? Parce que comme disait Lumumba, cette décision ne peut pas venir de Washington. À Washington, on va réfléchir pour les Américains. À Paris, on va réfléchir pour les Français. Ainsi de suite. C'est à Kinshasa, à partir du Congo, qu'on va réfléchir pour les Congolais. Et ça, c'est très, très, très important. Si on ne le veut pas, on va être comme cet animal qui a les moyens, mais qui ne peut pas se déplacer, qui va rester jusqu'à sa mort au même endroit. Bon, d'accord. Malgré ses quatre pattes. D'accord. Est-ce que, je pose la question au neuropsychiatre, c'est vrai que tout le monde voudrait que ce pays merveilleux soit le paradis qu'il mérite d'être. Mais est-ce que, bon, on voit ce qui s'est passé avant, n'est-ce pas parce que nous ne sommes pas suffisamment disciplinés nous-mêmes? D'ailleurs, l'homme par nature n'est pas discipliné. L'homme par nature, il voudrait bien se reposer. N'est-ce pas parce que cette discipline individuelle et collective manque que nous sommes en train de patauger? Moi, je dirais oui et non. Nous sommes responsables en partie de ce qui nous arrive, mais il faut aussi se rappeler de la phrase de latin qui disait Timeo danaos et dona ferentes. Surtout quand vous faites des dons, hein, il faut toujours se méfier. Et souvent nous prenons... Traduction, nous craignons les Danois, les Grecs, surtout lorsqu'ils nous font des cadeaux. Effectivement, souvent la science qu'on nous donne ici, c'est une science où on n'est pas producteur de cette science. Nous nous approprions une certaine scientificité, mais c'est pour ça que nous avons des problèmes. Puisque, comme M. l'a dit, M. Kazumba a dit, les Américains réfléchissent pour leurs problèmes. Et en tout cas, personne ne viendra dans votre maison pour trouver des solutions à vos problèmes. Il faut que vous-même vous réfléchissiez sur vos problèmes. La science, c'est vrai, elle est universelle, mais c'est un édifice qui est en perpétuelle construction. Ce n'est jamais du prêt-à-porter. Alors nous devons faire la nôtre par rapport à nos problèmes et ensuite respecter cette discipline. Voilà ce à quoi nous voulons arriver. Si nous nous disciplinons dans ce sens-là, sans complexe, il y a moyen de trouver. Alors, monsieur Cyril, comment faire? Faire moins de politique et plus de scientifisme, parce que pour organiser toute cette réflexion, il faut s'arrêter quelque part, et on ne l'a jamais fait. Faire moins de politique et faire attention pour monter cette stratégie ou d'abord cette réflexion qui ferait en sorte que nous puissions trouver des portes de sortie. C'est une bonne question, Jean-Pierre. Je pense que, à mon avis, le problème n'est pas le problème de politiciens, des politiques. Ce n'est pas un problème des scientifiques, mais c'est un problème de toute la société. Parce que si nous pensons que celui, quand Kazou Bavard devait les députés, ministres, à ce moment-là, nous attendons qu'il change quoi que ce soit. C'est pas ça. Donc, c'est la société qui produit son élite. Et dans la formation de l'élite doit sortir et de la famille, et de l'école, et de la société. Ce sont les trois dimensions qui forment une élite. Une personne qui, à partir de la famille, a reçu. Il a un patrimoine qu'il a reçu. Il vient à l'école, on lui a appris certaines choses, il est dans la société où il vit, il apprend des choses. Et à ce moment-là, ça le prépare à voir ce que j'appellerais le paradigme agile. Le paradigme agile, c'est trop français, je vais expliquer un peu, c'est philosophique, je vous l'ai dit. C'est-à-dire, il faut que les gens apprennent à agir, d'abord le savoir agir, le pouvoir agir et le vouloir agir. Donc on a acquis la connaissance, on doit agir et le vouloir agir.
Pour cela, nous devons rentrer dans le patrimoine culturel congolais, puiser toutes les forces, parce que nous avons vu que, je venais de le dire, que lorsqu'il y a eu l'effondrement de la société avec l'esclavagisme, mais on s'est préparé pour pouvoir réclamer l'indépendance et chasser le colonisateur qui était très puissant. Pourquoi? Parce qu'il y a une résilience. Cette résilience vient des éléments culturels nous légués par nos ancêtres. Il y a une force là-dedans. Alors, cette force, nous devons puiser dans la force de ce que nous avons. Je vous donne un exemple pour montrer pourquoi aujourd'hui, quand vous rentrez dans le monde entier, on apprécie Mandela. Parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il prenne le pouvoir et il se venge sur la société. Non, Mandela, avec Desmond Tutu, sont rentrés dans l'Ubuntu. Quand vous lisez le livre l'Ubuntu, vous allez voir que l'Ubuntu, ils prennent vérité et réconciliation. Ce sont des ABC de la réconciliation de partout, de tous les Africains. Quand on a un problème dans le clan, dans la famille, dans le village, on fait sa vérité et réconciliation. Ça, c'est le tour. J'ai d'ailleurs écrit un livre bien avant qu'on arrive à qui parle de ce mécanisme-là. Et donc, ils sont allés où ça? Ils sont allés épuiser cette force dans le patrimoine culturel africain, partout, et ils l'ont appliqué. Et cela a donné quelque chose de terrible. Et c'est ce qui a fait que ça fasse l'élévation de Mandela. Quand on a parlé aussi, c'est le Bénin qui a commencé avec la conférence nationale. C'est toujours un peu la même pensée du dialogue, la même pensée de l'échange. Pas chercher à écraser l'autre par la violence parce qu'on est fort, parce qu'Ibambi est fort avec son argent, il est fort avec son armée, il est fort avec sa réputation. C'est pas ça. Mais comment convaincre l'autre, ramener l'autre, tout en tenant compte de son existence et tout en tenant compte de la paix sociale et de l'harmonie de la société. Monsieur Mbonigaba, je vais demander à la réalisation de me dire combien de minutes il nous reste. Oui, vous avez 2 minutes. Ben, écoutez, je crois que comme l'a dit Cyril, nous avons un problème avec notre élite. C'est que notre élite n'est pas l'émanation de ces trois bases dont il a parlé. La famille, l'école et la société. Parce qu'il faut se distinguer dans ces 3 milieux pour être l'élite. Vous faites partie de l'élite. L'élite asiatique, on voit tout de suite la différence avec la nôtre parce que celle-là est effectivement issue de ces 3 sources. Alors, donc à partir du moment où nous avons un problème de ce genre au sommet, ça devient encore plus difficile. Parce que c'est l'élite qui devrait penser le Congo, penser le comportement pour que les gens changent de mentalité, etc. Et cette élite elle-même n'est pas le modèle, n'est pas exemplaire. Donc, ça devient plus compliqué. Mais, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas une raison pour que nous puissions baisser les bras et dire que pour nous c'est perdu. Nous devons continuer à réfléchir, nous devons songer à fabriquer de nouveaux citoyens. De nouveaux citoyens qui prennent conscience qu'effectivement, il y a nécessité et urgence de changer de comportement si nous voulons effectivement être à notre vraie place. D'accord. Monsieur Gandoumba. Je vais prendre l'exemple des bâtiments, les édifices, les maisons. Les maisons sont destinées par les architectes selon le vouloir du maître d'œuvre, de celui qui veut la maison, et elles sont réalisées par divers corps de métier, c'est-à-dire les menuisiers, les maçons, les charpentiers, les ferrailleurs, etc. Alors, lorsque le maître d'œuvre ne définit pas la maison qu'il veut, l'architecte ne va pas la dessiner et les travailleurs ne vont pas la réaliser. Et sans plan, on ne va rien construire. C'est la même chose aujourd'hui. Situons les responsabilités. Qui est le maître d'œuvre? Quel édifice on veut? Quel est l'architecte qui doit en réaliser les plans? Quels sont les
ouvriers qui vont réaliser les travaux, chacun dans sa spécialité. Parce que pour construire dans les 3 strass dont le professeur a parlé, il faut des ouvriers de ce domaine. Il faut que ça se fasse selon un plan. Il faut que ça se fasse par quelqu'un qui veut cette construction-là. Aujourd'hui, qui veut une nation forte? Quels sont les plans conçus pour la réalisation de cette nation? Quels sont les ouvriers destinés, recrutés pour réaliser cet ouvrage? Si tout ça n'est pas sérieux, n'est pas classifié, n'est pas priorisé, n'est pas ordonné de cette manière-là, on va être comme le schizophrène qui a 4 pattes mais qui ne peut pas se déplacer. Parce que, à force de vouloir changer les mentalités, on constate que celles-ci n'ont pas marché, etc., etc. Maintenant, encore une chose, il y a les objectifs qu'on peut se fixer d'une manière personnelle. Donc l'individu se fixe ses propres objectifs qu'il s'efforce d'atteindre. Mais il y a des objectifs collectifs qui doivent être atteints en commun, sous une direction qui montre, qui donne le là ou qui est le chef d'orchestre. Dans un orchestre, il y a plusieurs musiciens, mais tous ils exécutent une musique selon la répartition des notes qui ont été, que chacun exécute à son temps et à son rythme, au rythme voulu par l'harmonie qu'on veut obtenir. Donc, nous ne pourrons pas partir dans la recherche de quelque chose. Si vous, individuellement, en tant que père de famille, si vous définissez la mentalité qu'il faut à vos enfants, vous allez trouver les moyens de l'obtenir d'eux. Soit par la persuasion, soit par la coercition, ou n'importe comment. Mais au niveau global, au niveau d'un ensemble supérieur qui est l'entité, la commune, la ville, la province, le pays, on doit suivre le même cheminement logique. Ailleurs, depuis que le monde est monde, depuis Attila, depuis la Ramsès II en Égypte, depuis Napoléon, depuis Bismarck en Allemagne, etc., etc., ces ensembles-là ont été constitués de cette manière-là. D'accord. Docteur, mettons ça sous l'angle médical, peut-être qu'on comprend, nos téléspectateurs comprendraient mieux. Parce que on a parlé de l'élite, et vous avez dit que entre l'élite et la masse, il y avait une cassure, ce qui est évident. Est-ce que le fait, par exemple, qu'on ait privilégié plusieurs écoles, parce que j'ai l'impression que maintenant on se bat, ce sont les différentes écoles qui se battent, ceux qui ont été aux États-Unis disent ça c'est la meilleure, ceux qui étaient en Belgique c'est ça, ceux qui étaient en France disent c'est l'école de France, ceux qui sont maintenant en Asie, tout ça devient un peu compliqué, non? Oui, effectivement, c'est qui nous écartèle, nous les élites. Est-ce que d'abord sommes-nous un modèle que la population peut suivre? Il faut que d'abord et pour cela c'est un peu ce que on vient de nous parler, il faut qu'on reste dans la culture où l'individu il est tout dévoué, il est élevé dans le sens d'être dévoué totalement à sa communauté, ce qui n'est pas le cas. Nous, comme vous le dites, moi je suis de Bordeaux, moi je suis Kentucky University, Oxford. Mais qu'est-ce que ça veut un Mouyanski qui a des problèmes de Kingsfield, hein? Un type des États, je ne connais rien. Et ça, c'est nous, intellectuels. Quel est le besoin? Donc nous avons des problèmes psychosociaux que nous devons résoudre, puisque sinon nous irons dans la maladie mentale. Et donc là, c'est quand même la structure appelée enseignement supérieur ou enseignement tout court qui devrait peut-être subdiviser les demandes de la communauté. Par exemple, dire une année à 5 ans, le Congo a besoin, donc dessiner le portrait robot de chaque strate de la société ou de chaque âge de la société afin que nous puissions trouver l'intellectuel que nous cherchons au bout du parcours. C'est ça peut-être, monsieur
Parce qu'on forme dans tous les sens. Non, c'est vrai, il y a le rôle que l'enseignement national doit jouer. Mais tout à l'heure, moi j'ai dit que ce n'est pas seulement l'enseignement, il y a la famille, il y a aussi la société de manière globale, quand nous vivons dans la société. Et cela, pourquoi? Parce que le changement, il doit être conçu par une élite. C'est-à-dire, et c'est quand je parle d'élite, ce n'est pas universitaire. Ça, parce que parfois on se trompe là-dessus. Il y a des élites traditionnelles. Quand vous allez dans les villages, ceux qui gèrent l'hôtel, qui gèrent des conflits au village, il n'a jamais été à l'école, mais ce sont des élites. Parce que dont nous ne tenons d'ailleurs même pas compte. Alors, donc, la société est une question d'élite. Et cette élite doit concevoir un projet de société. Et elle est responsable de la mise en œuvre. Et une fois que le programme de mise en œuvre est fait, cette élite doit réfléchir et être formée et dans le cadre de ce que j'ai appelé le paradigme de l'agir. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a appris à savoir agir, il apprend également à vouloir agir. Il y en a qui savent, mais qui ne veulent pas agir. Et il doit également savoir être dans l'agir, pouvoir agir. C'est-à-dire que chacun doit être mis dans des conditions qui lui permettent de mettre en application ce qu'il veut et ce qu'il sait. Donc, ce paradigme-là est très important sur toutes ces lignes. Vous le savez, mais il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut des conditions pour pouvoir le faire. Et ces conditions doivent être préparées par la société. Et c'est pourquoi je trouve que le rôle de la société est très important. D'accord. Le rôle de la société est effectivement très important. Là, nous allons commencer l'atterrissage de cet avion qui a volé très haut, j'ai l'impression, cassure encore une fois avec la population, avec la masse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour votre conclusion, M. Boligaba? Oui, je crois que je vais renvoyer les téléspectateurs à cet ouvrage écrit il y a plus de 50 ans par un Français, un certain Lévy, intitulé « Les Trois Chinois ». En fait, dans cet ouvrage, l'auteur montre que la Chine d'aujourd'hui n'a pas inventé le comportement actuel du Chinois. Même la Chine d'avant la révolution maoïste était toujours dans cette conception qu'il y a 3 niveaux. Il y a les prévoyants, c'est ça l'élite. Les prévoyants, ce sont ceux-là qui voient loin, loin derrière et loin devant. Et puis il y a les post-voyants. Eux, ils voient lorsque les prévoyants leur ont déjà montré. Ils disent voilà la direction. Ils savent voir ça quand on leur montre. Et puis il y a les autres, les non-voyants, qui eux sont entraînés parce qu'ils font confiance à leur élite. Ils savent que leur élite ne peut pas les conduire dans le désastre, dans le mur. Ils exécutent. Alors si nous arrivons à nous regarder et à chercher parmi nous ceux-là qui sont capables de voir loin devant et loin derrière pour nous produire le modèle d'homme, le type d'homme que nous devons effectivement avoir aux 3 niveaux dont j'ai parlé, le niveau local, le niveau de la province et le niveau national. À ce moment-là, nous pouvons effectivement peut-être prendre la bonne direction pour que à chaque niveau, ce soit les meilleurs d'entre nous qui soient aux commandes. Votre conclusion, M. Gadzumba? C'est difficile de conclure une telle émission oui. qui rester dans les généralités parce qu'il faut être concret, M. Kibambi. Et pour être concret dans la quête de ce qui est concret, on ne peut pas réinventer la roue. On ne va pas au niveau du Congo réinventer la roue. Observons alors ce qui se fait ailleurs, copions, et puis... Non. Observons ou bien essayons, comme Cyril le disait, de savoir, c'est aussi ce que Modeste Boligaba vient de dire à propos de la Chine. Avant que les Blancs ne viennent dans notre système de société, nous avions des systèmes. Ils ont fonctionné.
On peut les améliorer avec l'apport de la science, etc., etc. Mais c'était des systèmes conçus par nous, pour nous. On ne peut pas copier des systèmes venus d'ailleurs qu'on n'assimile pas bien. On ne va jamais être parfait. La copie ne sera jamais conforme à l'original. Jamais. Donc on doit se regarder à l'intérieur de dire qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons, comment nous pouvons le devenir ce que nous voulons, qu'est-ce qui nous manque. D'accord. Et honnêtement, en négligeant rien, en ne négligeant personne, comme Cyril le disait, personne dans cette quête-là n'est supérieur à l'autre. Personne n'est plus fort, plus intelligent que l'autre. C'est l'objectif final qui compte. On va l'obtenir quand, comment, avec l'ensemble des gens. Pourquoi est-ce qu'on parle de la consensualité? C'est qu'on cherche à titre individuellement. C'est ce que nous avons fait depuis 60. Sur le plan individuel, on obtient des résultats. On réussit à l'école, à l'université, il y a plus de diplômés qu'avant, mais collectivement on n'obtient rien parce qu'on ne fait pas d'efforts en commun. D'accord. Oui, effectivement, une émission comme celle-ci, c'est difficile à la conclure. Une conclusion, en attendant la dernière conclusion. Bon, je peux résumer en 3 mots. Nous devons, pour un vrai changement, d'abord savoir quels sont nos problèmes. Donc, c'est le savoir. 2, il faut savoir faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Et ensuite, savoir être. Donc, enrichi par tous ces savoirs, nous devons savoir comment nous comporter. Donc, savoir faire et savoir être. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en terminant, parce qu'on nous a dit ici qu'il faudrait quand même que nous sachions ce que nous sommes. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes dans un aéroport et qu'on vous annonce l'embarquement, contrairement à ce que font les autres qui attendent chacun de monter tranquillement dans l'avion, eh ben nous, premier réflexe, c'est de nous bousculer comme si chacun n'avait pas sa place. Premier exemple ridicule. Quand vous voyez, vous êtes dans d'autres aéroports, vous voyez d'autres avions à destination d'autres pays, les gens vont calmement, mais nous voulons nous précipiter. Même à la sortie des avions, tout le monde veut sortir en même temps. Voilà ce que nous sommes. Et puis, le Congolais ennemi du Congolais lui-même. Un exemple. Il y a une grande société de communication, pardon, pas de communication, de télécommunication, qui était venue ici au Congo investir avec des budgets publicitaires importants. C'est nous-mêmes les Congolais qui étions les premiers à dire non, ce budget-là est trop important. On va leur donner à ces maisons de presse ceci, ça suffira. Ce qui n'est pas du tout sérieux. Et puis, il y a ce complexe qui nous colle à la peau. On a peur de mettre au nu des gens qui connaissent, des gens qui savent, les gens qui sont ce que Modeste a appelé, et nous l'avions répété au cours d'une de nos émissions, les clairvoyants, les mettre au grand jour afin qu'ils puissent être utilisés au service de la nation. Nous sommes tellement égoïstes que nous voulons, même quand nous ne savons rien, être aux premières loges. Ce sont des petits défauts que nous pouvons tout simplement, dont nous pouvons tout simplement nous débarrasser. En tout cas, nous vous invitons à faire une analyse profonde pour savoir ce que vous êtes, ce que nous sommes collectivement, afin que tous les mauvais qualificatifs puissent être balayés par nous-mêmes. Merci d'avoir suivi ce numéro et à la semaine prochaine.